Je vous présente aujourd'hui notre 446e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors le pape François accuse les manuels scolaires français de propager une théorie du genre qui détruit le mariage. Que pensez-vous de sa déclaration? Écoutez, le pape n'a pas tort, mais je trouve qu'il parle beaucoup, et parlant beaucoup, évidemment, il s'expose. Il touche à beaucoup de sujets de la vie, je dirais, extra-religieuse. Et par conséquent, à ce titre-là, évidemment, ses opinions sont discutables. Je crois qu'il serait sage, peut-être, de limiter ses homélies. Retour en Hongrie, si vous le voulez bien, Viktor Orban veut amender la constitution dans l'esprit du référendum afin de bloquer définitivement ses frontières. Alors, en aura-t-il la possibilité et le droit? Oui, sans doute, mais Orban a dû avoir une certaine déception par le fait que moins de 50% des Hongrois se sont déplacés pour un référendum qui était quand même très important. Cela dit, pour ceux qui se sont exprimés, à 98%, ils ont été contre l'accueil des migrants que souhaite imposer l'Union européenne. Et ça renforce évidemment Viktor Orban dans sa volonté de modifier la Constitution, me semble-t-il, dans un sens plus autoritaire. Alors, le Pentagone aurait dépensé plus de 540 millions de dollars afin de produire de fausses vidéos d'Al-Qaïda, selon un collectif britannique d'investigation. Alors, quelles seraient les sanctions si cela finit-il par être prouvé? Je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas quel est le thème des vidéos en question, ni leur thématique, ni leur dialectique. Par conséquent, je voudrais voir avant de parler. Et alors encore, plus de 11 000 migrants de plus, ce mercredi, ont été débarqués en Italie, secourus au large des côtes libyennes, comme d'habitude. À quoi, selon vous, joue le gouvernement italien? Il y a longtemps que j'ai dénoncé l'ambiguïté de la position du gouvernement italien, qui, sous prétexte de défendre les frontières de l'Union européenne, va procéder, dans le fond, à la collecte et au ramassage des navires de transit, presque sur les côtes libyennes. Et il est bien évident que l'Italie devient aujourd'hui le grand aspirateur de l'immigration, même plus clandestine, enfin de l'immigration massive. Je pense que M. Renzi devra tôt ou tard en rendre compte. Bien alors, la commande de wagons de TGV pour sauver Alstom et ses salariés, est-elle à considérer, selon vous, sérieusement, ou bien est-ce un coup de bluff préélectoral? C'est la politique de gribouille qui se jetait à l'eau pour éviter d'être mouillé par la pluie. Il est bien évident que l'État peut évidemment quelquefois intervenir dans le domaine économique, mais en l'occurrence, il intervient là de façon parfaitement fallacieuse, et ce sont des contribuables qui paieront le fait que des trains fabriqués pour rouler à 350 à l'heure se traîneront à 150 à l'heure sur les voies ordinaires. C'est absurde. Alors, les caisses de fonds sociaux quasiment à sec, partout dans tous les départements, les bureaux de gestion départementaux s'alarment et se mobilisent. Était-ce prévisible selon vous, et est-ce trop tard pour agir? Je crois que malheureusement nous sommes à la veille de bouleversements dans le domaine financier, bancaire et budgétaire. Et il est évident que le fait que l'État se soit déchargé sur les départements d'un certain nombre de fonctions qui ne cessent, lui, d'alourdir sur le plan théorique, eh bien, va nous conduire dans le mur. Mais ça, nous savons que nous sommes en train d'y aller. Et ce ne sont pas les palinodies des primaires de gauche ou de droite qui vont nous y faire échapper, en précisant au passage que je suis tout à fait hostile à ces primaires qui sont, selon moi, qu'elles soient à gauche ou à droite d'ailleurs, qui sont selon moi une violation délibérée de la Constitution et une modification dans le fait, une voie de fait contre l'élection présidentielle. Alors, plusieurs changements ont été programmés en vue de la présidentielle à venir. Les parrainages seront intégralement mis en ligne. Les bureaux de vote fermeront dès 19 h, même dans les grandes agglomérations, sur tout le territoire. Et le patrimoine des candidats sera mis à nu.
Quel est le but escompté? Je crois qu'il aurait fallu faire l'inverse pour aboutir à une démocratisation de la vie politique française et en particulier de l'élection présidentielle. Il est bien évident que la publication du nom des maires a pour but de les dissuader, de dissuader ceux qui sont les moins courageux, et ceci est évidemment une manœuvre faite pour essayer de barrer la route des petits candidats. Je sais eu pendant des années une grande difficulté à réunir les 500 signatures qu'avait, comment dirais-je, proposé et obtenu M. Lecanuet, je le rappelle, je pense dans les années 70, après l'élection de 74, où l'exigence était de 100 parrains, M. Lecanuet l'a fait porter à 500 en espérant que ceci nous empêcherait d'être candidats, ce qui a d'ailleurs été le cas, mais pour une autre raison que je rappelle toujours, c'est qu'à 3 semaines des élections, une centaine de maires chiraciens se sont, sur ordre, retirés de ma liste et m'ont ainsi empêché d'être candidat dans l'élection où M. Mitterrand a été élu. Bien, alors vous étiez l'invité d'honneur du congrès de synthèse nationale ce dimanche passé. Lors de votre discours, vous avez, dans les grandes lignes, appelé à un rassemblement patriote derrière le Front National. Vous leur tendez la main une nouvelle fois? Écoutez, nous ne sommes pas si nombreux que nous ne soyons obligés de nous unir. Oui. Et la caractéristique d'une élection présidentielle, surtout à 2 tours, c'est qu'au 2e tour, les gens qui sont d'accord sur l'essentiel font fi de leurs divergences ou de leurs différences ou de leurs différends. Et c'est ce qui m'importe, c'est l'avenir de la France. Je pense que l'élection de 2017 sera peut-être la dernière dans laquelle les Français pourront librement s'exprimer. Et par conséquent, je pense que tous les efforts doivent être faits pour ménager la victoire possible de la droite nationale, encore qu'elle aura à faire face à ce moment-là à des problèmes extraordinairement dangereux et difficiles. Alors vous étiez hier au tribunal de Nanterre, toujours suite à votre éviction du parti dont vous êtes toujours le président d'honneur et je rappelle président fondateur. Qu'en est-il? Écoutez, j'ai été exclu et j'ai trouvé que c'était une injustice, c'était à la fois une mauvaise action et une mauvaise affaire d'ailleurs pour le Front National. Il n'a qu'à regarder les élections partielles pour s'en rendre compte. Mais en l'occurrence, j'ai voulu respecter les formes, et comme le tribunal de grande instance est en quelque sorte l'instance de tutelle des associations, je me suis adressé à lui pour faire révoquer la décision prise par 4 membres du bureau exécutif, qui en représentaient d'ailleurs, il faut dire, la majorité relative, et c'est mon avocat, maître Joachim, a exposé pendant 3/4 d'heure. C'est une procédure écrite, n'est-ce pas? Néanmoins, les avocats avaient la possibilité de parler 45 minutes chacun. Mon avocat a exposé évidemment toutes les raisons de forme et de fond qu'il y avait d'annuler la décision prise par le bureau exécutif du Front National. Et puis, nous avons eu droit à la prestation de l'avocat inédit, je dois dire inconnu, du Front National, dont j'ai dit qu'il était d'extrême gauche parce que... Oui, vous l'avez dit hier sur BFM TV. Oui, il a développé d'entrée une thématique relative au tribunal de Nuremberg, à l'opinion de Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui était une députée communiste qui avait été déportée, et fait porter pratiquement sa plaidoirie sur l'affaire du détail, n'est-ce pas? Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette affaire de détail remonte à 87, je le rappelle, et que Marine Le Pen, ma foi, s'en était accommodée jusqu'alors. C'est pour ça que je crois que c'est un prétexte qui a été pris, mais ça a été largement développé par ce jeune homme qui, je crois, a fait partie des secrétaires de la conférence, mais qui aurait pu en même temps passer par Sciences Po, car il en était presque archétypique, si j'ose dire. Et à quand est reportée donc la suite de cette affaire? Je crois que c'est en novembre, il y aura jugement en novembre, puis nous verrons bien, mais déjà,
Marine Le Pen et les dirigeants du Front National ont annoncé qu'en toute hypothèse, ils ne tiendraient pas compte de la décision, qu'ils feraient appel, qu'ils iraient en cassation, etc. C'est la raison pour laquelle Maître Joachim a demandé l'exécution provisoire. Nous verrons bien ce que fera le tribunal de grande instance de Nanterre en cette circonstance. Bien, alors avez-vous quelques lectures, cher Président? Ah ouais, écoutez, je suis submergé par les livres. Je m'en excuse auprès de ceux qui me les ont gracieusement envoyés et souvent dédicacés. J'espère que nous aurons l'occasion de pouvoir en parler dans d'autres circonstances, mais l'actualité est si chargée que nous allons d'abord à la politique et puis ensuite à la distraction, si j'ose dire. Encore que cela fasse partie du travail politique que de lire les livres, pas seulement les livres, mais aussi les livres. Il y en a beaucoup qui sortent, il y en a beaucoup qui sont annoncés, certains excellents. Je n'ai pas encore reçu, par conséquent, je ne peux pas encore en parler, de la cause du peuple du conseiller Buisson, n'est-ce pas? Mais j'en parlerai, ainsi que du livre annoncé de Philippe de Villiers, de celui d'Éric Zemmour, etc. Il y a tant de livres qui sont écrits. Alors aujourd'hui, cependant, c'est un petit peu étonnant parce que c'est un roman policier qui s'appelle Dictator. Et c'est un thriller. Et c'est un thriller qui se passe 45 ans avant la naissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire dans la Rome du triumvirat, et où on pratique l'assassinat politique dont le plus célèbre a été celui de Pompée, celui de César, celui de Caton, enfin bref, c'est une hémorragie politique considérable. Dictator de Robert Harris, c'est aux éditions Plomb, et c'est passionnant parce que ça nous remet dans le temps de nos études secondaires et nous rappelle ce que fut la décadence de Rome et la mort de la République. Je vous remercie. Sans parler de la mort de Cicéron, bien sûr, dont l'affranchi, dont l'esclave affranchi est le narrateur du livre. Bien, alors vous vouliez rappeler à nos amis un déjeuner politique, déjeuner politique donc qui se déroulera à Grimaud le 15 octobre prochain. Oui, je butine un petit peu comme cela dans toute la France. Il y a beaucoup de demandes relatives aux adhésions du comité Jeanne. Du comité Jeanne au secours, et par conséquent je suis obligé là aussi de consacrer une partie de mon temps à cette activité militante. Et alors je vous remercie mille fois, nous savons que vous êtes pressés, nous nous retrouverons la semaine prochaine. Au revoir. Merci.